C'est un projet qui divise, le projet de 4 voies entre Limoges et Poitiers, sur la table depuis 30 ans, mais dans le concret, très peu d'avancées. Alors, puisque la voie express fait du surplace, eh bien le monde de l'entreprise a décidé de proposer une autoroute payante. Alors, une autoroute Limoges-Poitiers, est-ce la bonne solution? Nous allons en débattre. Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Alors comment améliorer une bonne fois pour toutes la liaison routière Limoges-Poitiers, la fameuse nationale 147? Autoroute payante maintenant ou alors une 4 voies gratuite, mais pour plus tard. Autour de cette table, nos invités ne sont pas d'accord sur cette question. Pierre Massy, vous êtes chef d'entreprise, président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, et vous êtes à la tête d'un collectif uni pour entreprendre qui fait du lobbying pour cette autoroute privée. Absolument. En face de vous, Jean-Claude Leblois, vous êtes le président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Eh bien, cette autoroute privée, vous n'en voulez pas. Et Gérard Sol, vous êtes le maire de Mignaloux-Beauvoir, au sud de Poitiers. Votre commune est traversée par la 147 et vous êtes président de l'association Voies Rapides 147-149. Vous défendez donc une amélioration de ces deux axes, mais vous ne voulez pas d'autoroute. Et puis Christian Broucaret, vous êtes le représentant pour la Nouvelle-Aquitaine de la FNAUT, la Fédération nationale des associations des usagers du transport. Et ce qui vous importe, eh bien, c'est que les choses avancent, alors une autoroute, pourquoi pas? Merci à vous 4 d'être sur ce plateau et je démarre avec vous, Christian Broucaret, la parole aux usagers. Cette idée d'autoroute, finalement, en définitive, ça vous semble la meilleure solution? Oui, parce que la première chose qui doit prévaloir, c'est la sécurité. Cette route est quand même la 3e route la plus accidentogène de France et la vie d'une personne n'a pas de valeur. On peut pas mettre en balance la valeur d'une vie avec de l'argent qui vienne d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça. Alors nous, on représente plutôt les usagers des transports en commun, mais il faut aussi bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une complémentarité entre les modes. Nous, on n'est pas 100% pour le train. On sait très bien qu'à certains moments, les gens prennent leur voiture pour aller à la gare ou pour aller dans un aéroport, et que si le maillon le plus faible, c'est la route, ben, c'est dommageable pour le reste. Donc il faut absolument faire quelque chose sur une route la 3e plus accidentogène de France. Donc une autoroute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, si d'un côté, c'est pas le contribuable qui paiera, c'est à la limite l'utilisateur. Alors, on va développer ça un peu plus tard. Pierre Massy, vous avez relancé cette idée d'autoroute qui n'est pas nouvelle, mais pourquoi vous la remettez aujourd'hui sur la table? L'idée n'est pas tout à fait nouvelle et la remise sur la table, j'allais dire, date d'une année. Au moment de ma prise de présidence à la Chambre de commerce, après avoir visité les territoires et en particulier ce territoire de Bellac qui se meurt depuis des années et des années, en utilisant cette route de manière assez sporadique, puisque je vais rarement à Poitiers, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser cette autoroute dans cette situation. Vous y êtes déjà à l'autoroute? Oui, je suis déjà à l'autoroute. Et en discutant avec des amis, et puis en prenant l'exemple sur ce qu'on évoquera sans doute après, la 65, je me suis dit... L'autoroute Pau-Langon, qui a été une autoroute privée. Tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas nous? Aujourd'hui, nous sommes dans cette région Nouvelle-Aquitaine. L'autoroute Pau-Langon a été l'autoroute du sud de l'Aquitaine. Et je me suis dit, maintenant que l'Aquitaine est venue jusqu'à nous en Limousin, pourquoi ne pas dupliquer ce modèle qui aujourd'hui fonctionne? Pourquoi ne pas le dupliquer chez nous pour que enfin, nous ayons une liaison sécure? Je rejoins complètement ce qui est dit. Une liaison rapide. On est à 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie en fonction des moments dans la journée entre Limoges et Poitiers. Nos entreprises aujourd'hui ne savent pas faire de commerce vers Poitiers et vers même beaucoup plus loin la Bretagne, puisqu'on ne s'arrête pas exclusivement à Poitiers, on va bien au-delà de Poitiers par cette route-là. Et aujourd'hui, la nécessité, nous, d'entrepreneurs, c'est de permettre à nos entreprises, au territoire de notre département, mais ça... Donc vous dites aujourd'hui, maintenant ça suffit, faisons une autoroute, ça ira beaucoup plus vite. Et faisons une autoroute, et aujourd'hui, manifestement, et malheureusement, l'autoroute gratuite, l'itinéraire gratuit dans sa totalité est totalement illusoire. L'État n'a ni la volonté ni l'argent pour nous offrir cette autoroute. Je dis donc, si effectivement, avec beaucoup de pragmatisme, il n'y a pas d'autre solution, allons vers une autoroute avec un droit d'usage. On utilise, on paye, on n'utilise pas, on ne paye pas. Alors Jean-Claude Leblois, cette façon de voir les choses, allons plus vite, faisons une autoroute et puis les usagers paieront, mais au moins ça sera sécurisé et on pourra aller beaucoup plus vite à Poitiers depuis Limoges.
Oui, la solution est importante. Le projet est à définir. Moi, tout ce qui favorise le développement de la Haute-Vienne, je suis pour. Mais la dernière partie de M. Massy me pose question, m'interroge. Quand on dit on l'utilise, on paie, on ne l'utilise pas, on ne paie pas. Mais ceux qui ne l'utilisent pas, en ont-ils besoin? Moi, je dis oui. Je dis que cette route-là, elle doit être utilisée demain par les usagers d'aujourd'hui. Donc, le fait de dire à certains qui pourront aller sur une autoroute et les autres utiliser la route actuelle avec le danger qui existe, je dis non. Mais ce n'est pas le seul endroit en France où on a le choix entre une autoroute et une nationale. Finalement, on choisit de payer pour aller plus vite. Effectivement, ça fait une sélection, mais ça marche aussi ailleurs. Oui, moi je pense que cette route-là, elle a été demandée par les Belachans, elle a été demandée par les habitants de la Haute-Vienne qui font de cette route-là des trajets au quotidien. Cette route, elle a la mission d'aller de ville en ville, de Limoges à Poitiers. Elle a également comme mission d'irriguer le territoire de part et d'autre et de permettre le déplacement au quotidien. Donc il faut bien regarder quelle est la nature de ce projet, à quels besoins on répond pour pouvoir définir l'axe et la façon dont on le réalise. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'aller de Limoges à Poitiers, c'est une chose, mais il y a aussi tous les villages intermédiaires. Je vais passer la parole justement sur ce point à votre voisin de plateau. Gérard Sol, vous êtes sur la même ligne, et puis remettre sur le tapis cette idée d'autoroute, finalement, est-ce que ça fait concurrence au projet de voie express aujourd'hui ? Non seulement ça fait concurrence, mais ça trouble le message et c'est pas gage d'efficacité. L'association que je préside, Voie rapide RN 147-149, est essentiellement composée d'élus locaux. Des maires, des conseillers généraux, des présidents de communautés, donc des gens comme vous qui ont affaire et qui connaissent leur territoire. Voilà. Et qui ont affaire avec cette 147 au quotidien. Voilà. Le long de cette nationale, ces maires demandent le désenclavement de leur territoire, la desserte de leur territoire et la mobilité du quotidien. Hier soir, c'était l'Assemblée générale. Il y a le président du département de la Vienne a parlé d'outils majeurs d'aménagement des territoires. Je crois que c'est pas qu'on est contre ou pour, c'est qu'on veut développer les territoires. Voilà. Et les maires ruraux demandent qu'on développe leur territoire. Et pour ça, pour vous, ça passe par la voie express, pas d'autoroute? Non. Je prends un exemple. Entre Bellac et Lussac, il y a à peu près 8000 véhicules jour. Et arrivé à Mignaloux, il y en a 8000 de plus. Donc ça montre bien que ces 8000 de plus, ce sont des voitures de riverains, si je puis dire, de la nationale, à peu près, hein, qui viennent travailler le matin sur l'aire d'emploi de Poitiers Futuroscope ou dans l'autre sens, autour de Limoges. Donc ces gens-là ont besoin d'une voie express et pas d'une autoroute. Vous entendez ces critiques, Pierre Massy? Alors écoutez, j'entends parfaitement ces critiques. L'intérêt d'une autoroute, qu'elle soit concédée ou qu'elle soit gratuite, évidemment, elle a comme principale nécessité de désenclaver un territoire et d'irriguer un territoire. Aujourd'hui, une autoroute, qu'elle soit gratuite en voie express ou qu'elle soit payante, dessert le territoire de la manière dont on l'a décidé. C'est-à-dire qu'on ne décide pas arbitrairement de faire un péage tous les 25, tous les 30 km. En fonction des nécessités, aujourd'hui, on sait parfaitement irriguer un territoire de manière fine. Je prends un exemple. À Fleuret, dans la Vienne, on a fait, il y a quelques années, 12 km de voie express. On en parlera tout à l'heure, effectivement. On en parlera. Sur ces 12 km, il y a, entre autres, un gros transporteur. Chez ce gros transporteur, circulent chaque jour, par période de 24 heures, 300 poids lourds. Passent le portail de cette entreprise. Et on n'a pas su mettre l'échangeur devant cette entreprise, il est à quelques kilomètres de là. Donc, le fait que l'autoroute serait gratuite ou serait payante n'est pas le problème, c'est juste une négociation entre les collectivités, évidemment, qui ont tout leur mot à dire, en disant on veut desservir nos territoires, le territoire de Bellac. Pierre Massy, vous savez bien que c'est plus facile sur une voie nationale de faire des entrées-sorties plus nombreuses, plus fréquentes que sur une autoroute. Ça n'est pas plus simple. Techniquement, ça n'est pas plus simple. C'est plus cher alors. Ce sont des ouvrages qu'il faut intégrer. Par rapport à ce que me disait M. Sol à l'instant, les projets qui sont en cours, la déviation de Lussac, les 6 km ici, sont absolument intégrables, la déviation de Bellac d'ailleurs aussi, plus ancienne elle, sont parfaitement intégrables dans un processus d'autoroute concédée. Le concessionnaire éventuel prend les éléments construits avec la tarification. C'est ce qui a été fait. On évoquera sans doute le modèle A65 tout à l'heure. Et on parlera du contournement d'Aire sur l'Adour, qui quelque part a été
apportées par les collectivités en monnaie sonnante et trébuchante. Une concession aujourd'hui, c'est récupérer sans aucun problème ce qui aura été fait, j'espère, le plus vite possible autour de ces 6 km, autour de la déviation. Donc vous voulez utiliser déjà les travaux existants pour greffer l'autoroute. C'est-à-dire que votre trajet, c'est vraiment de ville à ville. Il faut bien relier les deux autoroutes. Mais bien à entendu. la fois la 10 et la 20. Mais bien entendu. On a 110 km globalement de parcours à réaliser. Les travaux qui vont être réalisés dans la Vienne, à Lussac-les-Châteaux, le seul impératif, j'allais dire, c'est qu'au moment de l'expropriation et de la création, on imagine les choses comme si un jour ça allait devenir en 4 voies. Que les expropriations... Pierre Massy, en quelques mots, quand vous dites autoroute, pour les gens qui nous regardent, c'est quel horizon ? Alors, une autoroute, je prends l'exemple de la RCEA, je vais prendre ensuite l'exemple d'A65. La RCEA, dans sa partie de l'Allier, entre Montmarault et Mont-Soleil-Mines-Digoin, c'est exactement une décision d'organiser un débat public en 2010, précisément le 7 avril 2010, décision d'organiser le fameux débat public, oui. Ouverture à la première voiture, premier levé de barrière de péage, j'allais dire, 2021. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais 2021 2021, 11 ans. 11 ans. Paul Angon, moi je donne l'information tout de suite, c'est 15 ans. Est-ce que 15 ans, ça vous paraît un horizon raisonnable ? C'est la sécurité, je vous l'ai dit en préambule, pour moi c'est la sécurité qui compte. Je ne suis pas persuadé que, parce que je connais bien, puisque étant moi-même originaire d'à côté de Pau, je fais très souvent Bordeaux-Pau, puisque j'habite à Bordeaux, et c'est vrai que ça a été le jour et la nuit de l'autoroute. Certes, l'autoroute a un coût, parce que pour 150 km, on paye 23,40 €. 23,40 €, c'est un oui. coût, mais c'est le coût de la sécurité. Et la sécurité, ça n'a pas de prix. Donc on a entendu ce que vous disiez. Je vais vous couper parce que l'émission avance et je voudrais qu'on revienne sur ce qui existe pour l'instant, sur cette fameuse RN 147, sur les travaux qui ont été engagés pour faire une voie express. Et on fait le point tout de suite avec Louis Roussel, on voit ça en images. Un long feuilleton. Dans l'histoire de la RN 147, on ne compte plus les chantiers. Petits ou grands, ils ont jalonné ces dernières décennies. En 2001, la rénovation du pont du Vincou à Bellac nécessite 4 mois de travaux. En 2005, c'est le doublement du viaduc du Clin à Buxerolles, près de Poitiers, pour le début de la mise à 2 fois 2 voies. En 2007, débutent les travaux de la déviation de Bellac, 10 km de voies rapides qui seront mises en service en janvier 2008. En 2011, c'est la mise en service du contournement de Fleuret dans la Vienne, une portion en 2 fois 2 voies longue de 8 km. À cela, on ajoutera les aménagements ponctuels de virages dangereux ou les rénovations de chaussées ou de passages à niveau. Mais plus aucun chantier significatif n'a abouti. En un quart de siècle, sur les 130 km du parcours, seuls 8 km sont passés en 2 fois 2 voies. Nous sommes toujours dans Dimanche en politique. Nous parlons de la RN 147. Faut-il faire une autoroute payante pour accélérer les travaux sur cette voie importante entre les 2 ex-capitales régionales ? Messieurs, je me tourne vers vous. On vient de voir le reportage. Ça fait 30 ans qu'on en parle de cette voie express. Et finalement, au bout du compte, 8 km de 4 voies sur l'itinéraire 130 km. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard Sol ? Parce que les crédits, je pense, sont partis ailleurs. Il y a eu des projets qui ne se sont pas réalisés. C'est pour ça que nous, on pousse fort pour qu'enfin, le ministère qui est en train de préparer la loi d'orientation des mobilités, qui devrait sortir en septembre, et nous souhaitons que dans cette loi soit pris en compte l'aménagement de la RN 147. Mais ça paraît mal parti. Du coup, il y a le rapport Duron qui expliquait que finalement, cet axe-là n'était pas prioritaire. Vous l'avez reçu comment, ce nouveau rapport, Jean-Claude Lebois ? J'ai reçu ce rapport et j'ai surtout entendu Madame la Ministre qui dit qu'il n'est pas question d'envisager une autoroute entre Poitiers et Limoges. Je pense encore que la voix d'un ministre compte aujourd'hui et que, au-delà de l'autoroute Poitiers-Limoges, c'est le principe des autoroutes concédées qui est remis en question. Son rapporteur, là, le député Simian, dit qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des concessions en France, la route génère globalement 41 milliards d'euros de recettes et on n'en dépense que 12 milliards pour les travaux. Donc où va la différence alors qu'à côté, les routes non concédées se dégradent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des erreurs dans le passé qui ont été commises au niveau du financement de nos routes.
D'abord, la privatisation de celle-ci en 2002. On s'en rend compte aujourd'hui avec les chiffres qui sont donnés par le rapporteur, qui dit que ce n'est pas la meilleure solution. Et le gouvernement est en train de revenir sur l'idée des autoroutes concédées. Donc ça voudrait dire qu'ici, on serait à contre-courant. C'est dangereux sur une route. Et sur cette idée d'autoroute concédée. Deuxièmement, la suppression de l'écotaxe sur le gouvernement que j'ai soutenu, et le premier c'était un gouvernement de droite, donc c'est pas un problème de politique, a enlevé des financements. Aujourd'hui, l'idée du gouvernement, c'est de chercher d'autres moyens pour pouvoir financer ce dont on a besoin. Alors on finance comment, justement ? Aujourd'hui, nous devons être réunis autour de ce projet-là pour que dans la loi mobilité qui va être votée à l'automne, cette nationale 147, parce qu'on parle d'elle aujourd'hui, soit inscrite et financée par l'État, puisqu'il s'agit d'une route nationale. Pour l'instant, nous en sommes très loin, Jean-Claude Lebois. Je vais me retourner vers vous, Gérard Sol, puisque ça se passe dans la Vienne. Il y a une déviation qui est en cours à Lussac-les-Châteaux. Au départ, et tous les élus, vous le savez bien, voulaient une 2 fois 2 voies. Mais oui, absolument. L'enquête publique démarre aujourd'hui. En tout cas, le tracé qui a été retenu, c'est un contournement avec des voies de dépassement. Fini de la 2 fois 2 voies. Alors vous vous battez pour la 2 fois 2 voies, mais finalement, l'État... quand c'est le moment de faire les travaux, il dit non, il n'y aura pas assez d'argent, donc on fera des créneaux de dépassement. Comment vous faites, Gérard Sol? Et je reviens vers vous après, Jean-Claude. C'est vrai que le département de la Vienne a demandé quand même que l'emprise foncière soit achetée pour une 2 fois 2 voies. Il se réalise une 2 fois 1 voie. Madame Borne, que j'ai rencontrée au mois d'août, nous a dit que l'amélioration de la desserte entre Poitiers et Limoges est une priorité pour l'État. Alors certes, c'est une priorité. Marie-Ange Magne, la députée de la 3e circonscription, a dit aussi que c'était une urgence. Vous-même, Jean-Claude Lebois, vous avez pris une délibération en disant qu'effectivement, il fallait accélérer, mais on voit que l'accélération se fait en 2 fois 1 voie. Il y a eu une réunion au Sénat que l'association a organisée, des sénateurs et des députés des 3 départements, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, quelle que soit leur couleur politique, il y a eu unité de vue, unanimité pour réclamer une 2 fois 2 voies. C'est pas un hasard. Mais bien sûr. C'est pas un hasard, c'est une question d'aménagement du territoire. Mais l'unanimité existe, mais effectivement, ça donne des arguments à M. Massy, pour le coup, puisque cette 2 fois 2 voies ne se fait pas. Mais moi, on est absolument, je suis persuadé, tous d'accord ici, tous, l'itinéraire, on va l'appeler comme ça, l'itinéraire entre Poitiers et Limoges, ou Limoges et Poitiers, en fonction de qu'on soit de Mignaloux ou qu'on soit d'ici à Limoges. L'itinéraire Poitiers-Limoges ne peut plus être en 2018 ou en 2028 ou en 2025 une route, un chemin de halage, une route dans l'état dans lequel elle est. C'est hors du temps. On fait table rase du passé, peu importe ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est en 2018, la situation est ce qu'elle est. On est d'accord avec ça. Les élus locaux se sont battus depuis des années, ont obtenu, dans le cadre du contrat de plan État-région, des travaux, la déviation de Mignaloux, 6 km à la sortie de Limoges. C'est un premier pas. Ce premier pas n'est d'abord pas complètement financé. Ça, c'est le premier sujet. C'est-à-dire que dans le contrat de plan État-région, je rappelle rapidement quand même que le contrat de plan État-région, le CPER 2015-2020, et depuis que les contrats de plan État-région existent, le contrat de plan dont la consommation au bout de 3 ans est la plus faible, au niveau national, on est à 7%. D'autre part, la FIT. Sur ce point, juste... Vous pouvez répondre, parce que vous avez effectivement beaucoup œuvré pour remettre de l'argent. Exactement, parce que le département n'a pas obligation d'être présent sur l'aménagement d'une route nationale. Donc on considère que c'est essentiel, comme la région d'ailleurs. Ce que je voudrais demander à M. Massy, comment prévoit-il le financement du milliard à peu près qui est prévu pour les travaux. Ça. À peu près. Un milliard 200 millions aussi d'euros par kilomètre. Alors, je vais absolument. Quel est le financement pour ce projet? Je vais vous expliquer, Président, comment se finance un projet autoroutier de cette nature. Un projet autoroutier de cette nature, dans le modèle économique, on prend le trafic existant au jour d'aujourd'hui, selon les comptages proposés par les services de l'État. Alors, on va pas faire tout le détail, mais rapidement, à l'endroit au but. On prend la moitié, on prend 50% de ce trafic calculé, VL, simplement, dans la partie la plus faible. Dans la partie la plus faible. C'est-à-dire
où on a moins de 9000 véhicules, on prend 50% de ces 9000 véhicules. Nous sommes à 4005. On est à 4005 véhicules. On prend ensuite 70%, parce qu'on sait qu'on ne rabattra pas plus du trafic voiture sur le parcours. On prend 70%. Je ne suis pas d'accord avec le pourcentage. Entre Lussac sur la et moyenne, Poitiers, sur la moyenne, il y aura plus de 30% d'usagers qui devront aller à Poitiers pour se rendre à la fac, pour se rendre au CHU, pour se rendre au Futuroscope. Mais monsieur, c'est faux. il y a Poitiers, mais il y a tout le parcours de Limoges à Poitiers. On n'est pas uniquement... Les chiffres sont là. Hein. Monsieur Sol, je n'envisage pas l'itinéraire Limoges-Poitiers ou Poitiers-Limoges comme étant simplement une sectorisation entre Lussac et Poitiers. Je prends cet exemple. Non, mais vous prenez cet exemple. Moi, je vous parle d'une moyenne. On prend la moyenne la plus faible. Quand on prend les comptages, on prend sur l'ensemble de l'itinéraire, on prend les moyennes. Bon, 50% des VL. Vous pensez en tout cas qu'elle est finançable. De toute façon, c'est le péage derrière. Si je peux me permettre d'aller au bout de mon raisonnement, si juste je peux me permettre d'aller au bout de mon raisonnement. Je vous donne 30 secondes. Vous l'avez. Le financement total, oui, les 1 milliard financé par... si je peux me permettre, Président, pour aller au bout de mon explication, aujourd'hui, on s'est levé sans aucune difficulté à peu près 60 à 70% des 900 millions, d'accord ? C'est-à-dire, on s'est généré 45 à 48 millions d'euros de recettes de péage par an, ok, entre les voitures et les poids lourds. Le modèle économique qui prévaut sur une autoroute, c'est pour 1 million de chiffre d'affaires réalisé en barrière de péage, on réalise environ 15 millions d'euros de travaux. Donc, là, globalement, on lève à peu près 650 à 700 millions. Là, on rentre dans des détails techniques et je pense que ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est vraiment de savoir si c'est possible de le faire. Je réponds à votre question, Président. Oui, mais j'ai bien compris ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ils vont payer. Et si on a 15 centimes d'euros du kilomètre, c'est la même chose que pour Pau-Langon. Je voudrais répondre sur le financement à M. Messi. Vous allez y aller. Mais moi, je voudrais donner un chiffre pour nos téléspectateurs. Ça veut dire qu'on ferait Limoges-Poitiers pour une vingtaine d'euros à peu près. Et avant de vous laisser répondre, je voudrais demander la parole aux usagers. 20 euros pour un aller simple, est-ce que c'est envisageable, tout simplement ? Alors, je prendrai un peu de hauteur par rapport au sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, 100% du réseau ferré a un péage et 1% du réseau routier a un péage. Je rappelle aussi que je représente les usagers des transports en commun. Et il y a Vous voulez dire qu'on est habitué à payer, on est habitué à payer pour les transports, mais pas pour la voiture. C'est vrai qu'on voit bien que la route ne rend pas exactement ce qu'elle coûte. Et puis je l'ai dit en préambule aussi, c'est que de toute façon, c'est pas compliqué, que vous preniez la solution, soit ça sort de la poche du contribuable, soit de la poche de l'usager. Donc 20 euros, 40 euros l'aller-retour, c'est possible. C'est possible, et puis il y a suffisamment de moyens aujourd'hui, l'électronique permet de capter, de savoir que la personne rentre là, ressort là pour la desserte locale, et qu'elle n'ait pas le prix de l'intégralité. Ça existe sur le tour d'Aire sur Adour, par exemple, sur la fameuse A65. Jean-Claude Leblois, sur le financement de cette autoroute... Donc on voit bien qu'il y a du péage. 20 euros, même si on ne l'utilise pas en entier, si c'est des tronçons de 10 euros, aller-retour, 20, 30 euros par jour, multiplié par 20 jours sur l'année, ça fait 600 euros. Ce n'est pas négligeable. On est bien sur du déplacement du quotidien. Quoi qu'il en soit, il manquera dans le financement une partie. Donc l'État devra être présent. Pas nécessairement, Président. Il devra être présent, même en partie. S'il n'y a pas la totalité, en partie. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les tronçons, c'est pour ça que nos projets, votre projet à vous et le projet d'autoroute sont parfaitement complémentaires, puisque l'argent du contrat de plan État-région. Non, mais on va pas saucissonner la route. On va pas la saucissonner. Moi, je veux simplement dire, sur la partie que l'État va financer, si c'est 200, 400 ou 500 millions, qu'il lui manque aujourd'hui les 1 milliard pour la faire en totalité, il lui sera aussi difficile demain de trouver les 400 millions. La réponse, elle a été donnée dans le rapport que va présenter le député Simian. Je pense qu'il faut remettre à plat la question aujourd'hui des autoroutes concédées, tout simplement, au niveau français. Et il manque autour de la table aujourd'hui, pour faire la conclusion, parce que ce n'est pas le département qui est maître d'ouvrage, ce sont peut-être les entreprises, et je voudrais savoir combien elles vont payer chacune pour réaliser ce projet-là. C'est l'État, c'est M. le Préfet qui devrait être avec nous, parce que nous attendons toujours, à ce jour, la déclaration d'utilité publique, ou l'enquête publique, au moins, pour le premier tronçon. C'est lancé à Lussac aujourd'hui ou demain. Enfin, aujourd'hui. Nous attendons toujours le lancement de l'enquête publique pour la première partie. Oui, il y a urgence, et là, on est tous d'accord. Oui. Mais ce qui veut dire qu'autour de cette table, vous êtes tous d'accord sur le constat, mais qu'encore aujourd'hui, 30 ans après qu'on ait commencé à en parler, finalement, sur la façon d'y arriver au mieux, personne n'est d'accord. Il y a aussi un financeur qu'on oublie, Président, c'est le Conseil régional.
Et oui, tu l'as dit. Mais hier soir, à notre Assemblée générale, il y avait Madame Brouille, qui est vice-présidente du Conseil régional. On lui a posé la question sur la 2 fois 2 voies. Elle nous a dit que Alain Rousset apporterait son soutien à la 2 fois 2 voies parce que c'est l'option la plus réaliste. Voilà les propos qu'elle nous a tenus. Alors Alain Rousset vous tient ses propos. À la fois, Alain Rousset est aussi partisan finalement de l'autoroute. Alain Rousset est quand même... C'est là-dessus d'ailleurs que c'est à partir de l'exemple d'A65, puisqu'on va peut-être venir sur ce fameux exemple d'A65, dont on parlait tout à l'heure, et Alain Rousset est le porteur. C'est l'homme par lequel A65 est arrivé. A65, c'est l'itinéraire qui n'existait pas entre Pau et Bordeaux. C'est les connexions économiques qui n'existaient pas entre le bassin de Pau et Bordeaux. Et c'est Alain Rousset qui, il y a une petite vingtaine d'années, a dit « Je veux et nous aurons ici, entre Pau et Bordeaux, une autoroute. » Et cette autoroute, elle a mis 15 ans à se faire. C'est quand même un argument, ça. C'est un argument, mais on ne peut pas faire un copier-coller entre 2 territoires. Les besoins, aujourd'hui, ils ont été enregistrés, identifiés par tous les maires. Quand on dit qu'on se divise, on ne se divise pas. Jamais l'Union n'a été à ce point groupée sur le projet d'aménagement de la... Alors, en termes politiques, peut-être, mais vous voyez que les chefs d'entreprise sont pas d'accord. Président, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Si l'autoroute pouvait être gratuite, mais je signe à 2 mains, je suis avec vous, on est tous ensemble, il n'y a aucun problème. Le seul sujet, c'est que simplement aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le préfet n'est pas là, mais sur le premier financement des opérations de la Haute-Vienne, sur les premiers 6 kilomètres, entre la bonne volonté du département qui va mettre 5 millions sur le premier tronçon, la région qui met des sous, l'agglo qui met des sous, l'État il manque 26 millions. Aujourd'hui, a-t-on encore... J'ai discuté avec les gens du cabinet du président Rousset, je parle. J'ai discuté avec le président Rousset. Au moment où ils prennent la décision d'aller vers l'autoroute concédée, on peut évoquer la même chose dans l'Allier, avec vos collègues élus de l'Allier, qui ont pris eux aussi la décision d'aller vers la concession sur la fameuse RCEA. Quand je discute avec les gens de l'Aquitaine, j'étais avec Renaud Lagrave encore il y a un petit mois, nous évoquions le sujet ensemble, ils m'ont dit, ils avaient au départ à peu près le même raisonnement en disant « Mince, on ne va pas faire payer une autoroute, vous parlez du principe même des concessions. » Si vous nous expliquez ce qui se passe ailleurs, mais ce que vous voulez dire, résumer votre pensée, c'est qu'aujourd'hui c'est la seule solution. Mais aujourd'hui, pour mobiliser une somme d'argent, A65 a été financé en totalité par l'entreprise, en totalité par le concessionnaire. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça gagne aujourd'hui beaucoup d'argent. Les collectivités ne seront pas appelées en garantie. Une conclusion, 10 secondes, Jean-Claude Leblois. Une conclusion, je crois que les besoins ont été identifiés aujourd'hui. Tous les usagers et les maires qui sont sur le tracé ou en limite souhaitent avoir une voie express en 2 fois 2 voies. Et il faut se rallier à cette idée. Je vous remercie. L'émission est finie, on aurait pu la continuer très longtemps. Dans un instant, la page info régionale de la mi-journée présentée par Angélique Martinez. Merci à vous.